Oui, allô? Oui, Frédéric, c'est Alain. C'est ça nous écrit. Bonjour. Justement. Hop là. Salut Damien. Salut Frédéric. Bonsoir Allô? Frédéric. Bonsoir. Voilà. Vous allez bien? Mon micro est allumé. Et toi, ça va? Ça va bien. Je te félicite pour ton dynamisme sur les réseaux, mais c'est impressionnant, hein. Franchement, tu sais que ma fille que je t'ai recommandée, je suis hein, avec attention, hein. Quand les jeunes commencent à suivre des experts dans le vieillissement, c'est que c'est bon signe. C'est bon signe, c'est bon signe. Ouais. Tu sais, le secret, en fait, Pardon? le secret, c'est donner du travail aux autres. Ah, exactement, exactement, Frédéric. Et moi, je suis, tout à l'heure, je vais te dire, En je suis fait, c'est ravi. faire répondre à ses emails par d'autres, avoir quelqu'un qui s'occupe de LinkedIn à Voilà, ta c'est ça. place.
Déléguer, hein. C'est ce qu'on apprend, nous, en management. Hein. Déléguer, déléguer. Hein. Ouais, Voilà. on fait des bons patrons, en somme, quoi. On donne le boulot aux autres. Ben non, 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 Exactement. mais, non, 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 mais déléguer avec respect. C'est-à-dire qu'en fait, il faut trouver quelqu'un qui aime faire ce que l'on délègue. Et pas. Exactement. Ouais, c'est un peu différent ouais, bon, voilà. Moi, je caricature le trait. Hein. C'est la Oui, la voilà, clé. je précise. Après, ils vont dire, Serrière, c'est un con. Voilà. Et, Frédéric, tu sais que j'ai beaucoup d'étudiants en formation continue, en master, à la faculté de médecine qui sont présents. Hein. Bonjour, Jackie. Jackie, vous êtes là? Bon, il n'est pas là, il va se connecter. Bonjour, si, je suis là, je vous entends, Donc, merci, Jackie. J'ai désactivé tous les micros quasiment à l'entrée. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'ils réactivent eux-mêmes leur micro. D'accord. Damien, Ouais, j'ai dû réactiver, ouais. Damien, tu me donnes la main à 19h30, hein, d'accord? Pour Bah, que je puisse c'est bon. présenter rapidement la SF Tag, d'accord? C'est bon, vous avez la main déjà. Il n'y a pas de souci là-dessus. Super. Bah, je vais voir si je peux pouvoir présenter. Attends. Voilà. Partager l'écran. Ah oui, c'est bon. Super. Parfait. J'ai rien vu, moi. Là. Ah oui, Super. c'est bon. Voilà. Et après, tu donneras la main à Frédéric pour qu'il présente un petit peu, qu'il fasse sa présentation. Oui, c'est bon. Frédéric. Non, mais nous, nous, on a déjà tout testé. Hein. Nous, tout fonctionne. Hein. Il y a intérêt, hein? Je délègue, hein? Je fais comme tu m'as appris. Hein? Ah oui. Tu sais que j'apprends vite. Hein? Frédéric, pendant que je t'ai, je me suis permis de t'envoyer les coordonnées de ma fille qui a lancé une start-up qui cartonne, c'est les Infatigables. Si tu as un moment, hein, j'aimerais bien que tu puisses la contacter, que tu lui donnes quelques petits tuyaux, hein, puisqu'elle sera là tout à l'heure, mais je me permettrai de t'envoyer en mode. Tu m'as envoyé ça quand et où? Il y a à peu près sur LinkedIn. D'accord, je vais regarder. D'accord. Ouais. Autrement, je te le renvoie, il n'y a pas de souci. Hein. D'accord? Ça marche. Parce que quand on délègue, il faut poser la question quand et où. C'est ce que je dis. Hein. Il y a des inconvénients, en fait. Voilà. Exactement. Et puis, exactement. Puis, tu sais, ce que je dis, hein, déléguer, c'est aussi contrôler. Hein. Eh oui. Ah non, moi, je ne contrôle pas, moi. Ah ouais, mais bon, toi, tu es patron de toi-même, hein, donc tu as de la chance. Hein. Non, attends. Moi, j'ai 14 salariés, mais je ne contrôle pas, en fait. Hein. Ah oui, oula. Non, mais tu en dois fait, faire une confiance absolue. Mais ça demande d'embaucher des gens dont on n'a pas à contrôler, en fait. C'est en fait soit qui ont des valeurs comme le respect des règles, soit des valeurs comme la perfection. C'est des gens qui automatiquement vont faire le travail naturellement. Je suis d'accord, totalement d'accord avec toi. C'est-à-dire que quand ils ont les mêmes valeurs, tu sais, en management, hein, moi je donne un cours sur le management, il y a les 3 règles d'or du manager. L'équité, l'éthique et l'employabilité. Et c'est ce que tu es en train de dire, hein, effectivement. Et après nous, on a toujours embauché des gens qui avaient eu des difficultés dans leur vie et qui ont un caractère fort, en fait. Je veux dire fort, c'est-à-dire en fait parents décédés, ou même on a même embauché un SDF à Lyon, t'imagines, à Berlin. Et le SDF, en fait, maintenant il dirige la résidence service senior à Berlin, notre résidence service senior à Berlin. C'était un jeune en fait qui a un potentiel énorme, mais bon, qui a eu un accident. Et un jour, je vais faire les courses pour acheter du pain, et puis putain, il me demande de l'argent, mais de manière c'était nickel, c'était ni too much, non pas agressif, c'était nickel. Et moi, j'ai repéré le potentiel, en fait. Là. Et je me suis dit, tiens, lui, il faut lui faire quelque chose. Donc, on l'a hébergé dans l'appartement, et puis après, on l'a formé. Bon, après, ça demande de former. Et maintenant, il dirige la résidence service senior. Bon, il y a toujours des lacunes, mais il y arrive, quoi. Et il a les crocs. C'est ça. Et dans mon métier de directeur du PAD, de manager de transition, j'avais une particularité. Tu sais, j'allais dans des établissements en difficulté, hein, Frédéric. Voilà, c'était Jean-François Goberté qui m'a envoyé une Jandelle, journal et tout. Et donc, je devais en un an remettre l'établissement à flot. Et j'avais pour devise, il y a généralement, parmi les collaborateurs, ceux qui sont dénigrés, mis de côté, au placard. Et généralement, quand tu grattes un petit peu après l'entretien professionnel, tu dis, oh, ce sont des compétences qu'on a mis de côté.
des personnes qu'on a, je dirais, humiliées même certains. Or, quand tu les ressors, ils se transcendent et ce sont des super collaborateurs. D'accord. Et ils ont une capacité de résilience énorme. Et tu vois, les collaborateurs que tu as recrutés, dont tu parles avec ce profil, ça me rappelle un petit peu en RH, ce que je leur dis. Hein. Regardez, lors des entretiens de fin d'année, vous allez découvrir des talents, des pépites, des personnes dont vous allez mesurer la capacité et qui sera, je dirais, incroyable et dont vous ne pourrez même pas soupçonner. Et c'est aussi l'un des, je dirais, points forts de notre métier de directeur, de manager. Je ne savais pas que tu avais 14 collaborateurs. C'est bien ça. Et donc, ton prochain grand événement, alors j'imagine que juillet-août, tu vas mettre en stand-by. Juillet, août, ça bosse, nous. Attends, franchement, on est à Berlin, on n'est pas en France, hein, ça bosse, nous. Hein. À Berlin, comme mes amis de Berlinois, ils me disent, on paye vos impôts. Non, nos impôts payent votre dette, les Français. Ah oui, c'est plutôt ça. Mais généralement, quand ils disent ça, c'est que ça commence à être énervé. Moi, j'adore l'esprit germanique et autrichien. Tu sais, je suis parti en Autriche avec mon épouse. J'ai adoré, c'est bien carré et tout. Et j'ai apporté une anecdote que je n'oublierai jamais. J'imagine qu'au boulot, c'était pareil. On était à Salzbourg, et puis le feu était vert. Mais il n'y avait personne. Mais vraiment personne, pas de voiture. Qu'est-ce que tu fais, toi, en France? Tu traverses? Ah, piéton, oui, non, oui. Pardon, piéton. Tu traverses. Ouais. Et quand on arrive à la moitié de la route, j'entendais des gens en train de, à mon avis, ils devaient nous insulter parce que je ne connaissais pas l'allemand à l'époque. Je dis à ma femme, ne te retourne pas, c'est pour nous. Oui, bah, il y a des Allemands, quand ils voient quelqu'un passer au vert, en fait, certains, mais c'est moi, à Berlin, c'est pas vrai. Mais à Munich, ils accélèrent, en fait. Il faut bien montrer que, attends, tu dois respecter. Mais c'est pratique parce qu'en fait, en France, quand un impayé, bon, le français s'en fout total, de toute façon, comme la justice est encombrée, si tu veux réguler ton impayé, ça va durer 3 ans si tu ne veux pas payer. Ouais. Et encore, à la fin, toi, tu seras encore perdant. En Allemagne, en fait, tu leur dis, écoutez, c'est dans le contrat. Ah bon? Où? Ça y est, hop, chèque arrivé. Par contre, il y a la rigueur, et des fois, c'est pénible. Par exemple, si tu as Internet qui est en panne et qu'il faut accéder à je sais pas toi, un local technique dans l'immeuble, et qu'en fait, donc tu as l'équivalent de Free Vodafone, par exemple, qui te dit, moi, je peux intervenir que le mardi, j'interviens le mardi, et puis tu as le mec qui a la clé du local, qui te dit, moi, c'est le jeudi à 18h. Ah ouais, Démerde-toi avec ça, tu vois. Et ça, ils sont tous les deux rigides. Ça, c'est emmerdant. Ça, c'est pénible. Ça. ouais, c'est clair. Bon, mon cher Damien, on en est où là? Il y a combien de personnes là? Dès qu'on arrive à 30, on commence. Ah bah attends, j'ai plein de personnes à mettre là. Ah bah oui, c'est pas le moment de partir là. Hein. Ah non. Hop, voilà. Eh ben, tu es au 30, tu peux y aller. Alors, bon, bah alors c'est parfait. Alors écoute, Frédéric, on arrive à 50 à peu près. Hein, d'accord? Alors, hello, bonjour tout le monde. Ah, super, Christophe. Alors, bonsoir, Bonjour, mes Frédéric. amis. Bonsoir, mes amis qui êtes devenus nombreux. Hein, vous savez ce qu'on dit, un webinaire qui dépasse 20, c'est un webinaire réussi. J'ai l'immense honneur. Je suis en train de désactiver tous les sons. S'il te plaît. Et puis surtout que ça, c'est enregistré, ça, hein, Damien. Hein. Oui. Alors, j'ai l'immense honneur et le bonheur et la fierté d'accueillir Frédéric Serrière. Ce n'est pas dit avec obséquiosité, parce que Frédéric, il ne se rappelle plus. Je l'ai connu il y a 20 ans, 30 ans. Tu étais à Montparnasse. Je me rappelle, tu avais fait tes premiers formations et séminaires d'information. Et je te suis depuis un certain temps. Et je le rappelle pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le CEO de Silver Eco Stratégie. Il est fondateur du think tank Age Economy et puis animateur de plusieurs émissions débat, le grand entretien qu'on a le plaisir d'écouter donc sur LinkedIn. Et avant de lui laisser la parole, alors Damien, c'est pas tous les jours qu'on a une personne qualifiée, expert. Hein, à 20h15, on le laisse se présenter. À 20h15, on commencera les questions à partir de 20h15. Hein. Et juste avant de lui donner la parole, mon cher Frédéric, de donner la parole, juste un petit mot sur la SFTAG, très rapide, hein, puisque je pense que certains ne la connaissent pas. En tout cas, je voudrais remercier tous
les étudiants en formation continue, mes amis professionnels, médecins, professeurs qui sont là et qui nous font l'honneur d'être présents. Alors, la SFTAG, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, eh bien, c'est une société savante. Alors, c'est la Société française des technologies pour l'autonomie et de gérontologie. Elle a, pardon, pour mission, tout simplement, dont notre approche, c'est de favoriser des liens entre toutes les disciplines œuvrant dans le domaine de la prise en charge des personnes âgées et des personnes vulnérables. On est là aussi pour faciliter la recherche, la formation, promouvoir des solutions partagées visant à maintenir et à développer la sécurité et la qualité des personnes âgées de tout âge, seniors et dépendants. D'accord ? On a aussi, c'est ça, plusieurs missions, puisqu'on a créé des départements au sein de la SFTAG. On vous en parlera à la rentrée. On a un département enseignant, étudiant, chef d'entreprise, start-up. On accompagne nos membres et nos structures dans l'évaluation des dispositifs. Christophe Brissonneau, lui, s'occupe par exemple des SAD, moi des EHPAD avec Damien, on vous en parlera. Et surtout, on anime des passerelles entre notre pays et l'espace francophone, puisque j'ai la chance de m'occuper de l'Afrique et des pays qui font partie de la francophonie. Et nous avons, et on va terminer par ça, voilà, toute l'équipe de l'SFTAG, vous connaissez Cindy qui est notre geek, Damien, notre directeur communication, Christophe qui est notre grand frère, l'histoire de la SFTAG, Léa qui est la trésorière adjointe, Guylaine Aljoune, pour le présenter, qui est la vice-présidente, bien entendu, et présidente de l'Académie de médecine, notre ami Bernard, ancien de la CNSA, qui est là aussi avec nous comme membre, Christine, et on a d'autres membres qui nous ont rejoints, le docteur Olivier Loulédian, le docteur Abad, qui vont rejoindre l'espace et le département médical. Voilà. Tout ça pour vous dire que nous avons de la chance de faire partie de la SFTAG et tout simplement, et c'est ça le plus important, c'est que nous avons commencé une série de webinaires. Nous en sommes à notre 8e et nous le terminons aujourd'hui, juste avant la période estivale, puisque nous reprendrons en septembre. Voilà, mon cher Frédéric, je te laisse la parole sur un sujet qui est quand même très porteur et très important, les enjeux de la silver economy. Je t'en prie et j'arrête de parler. Voilà. Damien, tu présentes… Ah, bah voilà, super. Je ne t'entends pas, Frédéric. Oui, on ne vous entend pas. Oui, réactivez le micro, monsieur Serrière. Il faut activer le micro. Damien, tu actives le micro. Il faut que tu ouvres ton micro, Frédéric. Oui, c'est bon, j'ai compris. C'est bon, voilà, je cherchais le menu. Voilà. C'est bon, vous m'entendez? Oui. On vous entend, c'est bon, parfait. Voilà, donc voilà, je commence. Donc, le sujet de ce soir, c'est les enjeux de la silver economy, mais on a un sous-thème qui est de vous donner une vision de pourquoi les technologies, certaines technologies ont eu du mal à démarrer ou ont du mal à démarrer, et je vais expliquer pourquoi. Il y a plusieurs raisons, et, à mon sens, et après donner des outils de la psychologie pour essayer de faire en sorte que les seniors s'équipent un peu plus par anticipation. Alors, c'est valable pour les technologies, mais c'est aussi valable pour d'autres produits. Donc, qui on est Silver Economy stratégique, enfin Silver Eco stratégique en France. À l'international, Berlin, c'est Global Aging Consulting, c'est un cabinet de conseil que moi j'avais créé il y a longtemps. ageconomy.com, c'est le site d'information. ageconomy.org, c'est le think tank. Certains me connaissent par l'émission Grand Entretien, où je suis face à face avec un dirigeant. On a un club marketing senior pour les directeurs marketing des grands groupes essentiellement. Et puis, dans notre métier à côté, je suis psychologue, mais ça c'est historiquement, et vous allez voir que c'est lié. Alors, les postulats avant de donner ce que je voulais vous partager, c'est que chaque cas est particulier. Donc, quand je dis quelque chose, c'est forcément vrai dans certaines situations et c'est forcément faux dans d'autres. Donc, il faut prendre avec de recul ce que l'on dit. C'est une clé possible, mais c'est une façon de voir les choses. Il y a plusieurs façons d'essayer de faire en sorte que les seniors ou d'autres populations s'équipent plus tôt, par anticipation, avant que le problème arrive, je vous l'expliquerai après.
Après, il y a plusieurs avis sur le sujet. C'est une introduction uniquement au sujet, puisqu'en fait, c'est un sujet qui est assez lourd, vous verrez, assez compliqué. Et appliquer seul peut-être risqué. Donc ça, c'est pour les postulats. Alors, ma présentation, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des constats et ensuite les raisons et vous apporter une solution issue de la psychologie pour faire en sorte que les seniors s'équipent plus tôt. Pour commencer, en 2013, vous pouvez regarder sur Internet, en 2013, quand la cyberéconomie a démarré, en fait, j'avais marqué pourquoi les technologies actuelles de maintien à domicile ont du mal à se développer avant 2022. Ça, c'est un texte que vous pouvez retrouver. Ça, c'est en 2013 2014 que j'ai publié. Pour la petite histoire, en fait, le vrai titre était 2027. Et moi, j'avais calculé 2027. Je vais vous expliquer pourquoi. Et quand j'ai présenté ça à certains confrères, ils m'ont dit 2027, Frédéric, tu ne vas pas être crédible. Ils vont dire que tu as fumé, enfin, tu racontes n'importe quoi. Et donc, j'ai mis 2022. Mais à la base, dans ma tête, c'était 2027. Donc, ça, je vais vous expliquer pourquoi, et vous expliquer une vision de comment accélérer cela et pas attendre 2027. La raison numéro 1, dans les technologies de maintien à domicile, on va dire que ça concerne les plus de 75 ans, voire beaucoup plus, il y a un phénomène démographique. Donc, je vais revenir en détail derrière. En fait, vous avez la pyramide des âges. Je pense que c'est celle de 2022. Oui, c'est ça, 2022. Vous avez ce qu'on remarque, il y a une marge d'escalier qui est due à ceux qui sont nés en 45-46, les baby boomers, qui ont 76 ans cette année à peu près, si je calcule bien. Et, voyez, et au-dessus, il y a un déficit de naissance, ici, là, je ne sais pas si on voit aussi, il y a un déficit de naissance dû à la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Ça, c'est une des raisons. Donc, voilà, donc toutes ces technologies de maintien à domicile, ça concerne les gens qui ont plus de 75 ans. Donc, on voit bien que le baby boom n'a pas encore, entre guillemets, percuté ce sujet-là, ce marché-là. Je parle de la plupart des technologies de maintien à domicile. Vous voyez, donc il y a 10 ans, un peu moins de 10 ans, en 2013, c'était pire. Les baby boomers étaient encore plus jeunes. Voilà pourquoi j'avais dit que ça ne démarrerait pas à temps. Je vais détailler un petit peu après cette raison en question. Deuxième raison, il y a un aspect générationnel. Il y a certaines technologies ou chaque génération a des usages particuliers. Je reviendrai en détail. Et donc, il y a des produits qui sont proposés à des générations dont les usages ne sont pas acquis. Par exemple, moi, si on me dit, voilà, il y a un système qui traduit automatiquement la présentation en chinois, et vous me dites après, c'est sur la Game Boy, j'aurais peut-être du mal à mon âge à utiliser la Game Boy. Et donc, l'usage de la Game Boy n'est pas dans mes usages. Donc, ça, c'est la deuxième raison que j'ai détaillée, et après les solutions. Et troisième solution, c'est généralement, on s'équipe. Je veux dire on, parce qu'il n'y a pas que les gens plus âgés qui s'équipent, qui changent de comportement. On s'équipe lorsqu'il y a un incident. Alors, un incident, ce n'est pas forcément un accident, c'est peut-être une prise de conscience d'un incident. Donc, généralement, chez les plus âgés, on cite la chute, bien évidemment, mais pas que. Hein. Il peut y avoir la chute d'une amie, il peut y avoir une prise de conscience liée à un incident. Voilà. Donc, les trois raisons, je vais les détailler. Donc, vous voyez, là, j'ai zoomé, c'est-à-dire qu'en fait, le baby boom, donc vous l'appelez pyramide des âges, il est à 76 ans cette année. Si vous regardez bien vers là où c'est marqué 80 ans, vous voyez bien qu'il y a carrément 2 ans où le nombre de personnes qui rentrent dans l'âge de 80 ans baisse. Vous voyez, donc en fait, il y a une hausse. Après, vous voyez, il y a une baisse. J'en suis ici. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche ici, là. Ici, il y a une baisse. C'est à peu près pareil chez les hommes de l'autre côté. Et ici, il y a une croissance relative. Et le boom, il est ici. Le boom, pour l'instant, le baby boom, il a poussé le tourisme, enfin le départ à la retraite, le tourisme. Il est en train de seulement pousser à la hausse les résidences-services seniors. Et si on estime qu'on rentre en maison de retraite en EHPAD à 86 ans, cette vague-là va percuter les EHPAD en moyenne. Alors, ça dépend, c'est vraiment une moyenne dans 10 ans seulement. Vous voyez, donc, on se pose la question, certains se posent la question, pourquoi ou pas construire des EHPAD dans l'heure actuelle, puisque le baby boom il est encore un peu tôt. Et donc, ce que ça donne, voilà, ce que ça donne, voilà, donc là, Eurostat, pour l'Europe, donc 2018, mais les gens sont nés, donc c'est bon.
Ça, c'est la hausse du nombre de personnes de plus de 75 ans, plus de 80 ans, plus de 85 ans, jusqu'à 2030. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, si on met une c'est une des raisons pour lesquelles en 2013, j'avais cité 2027, en fait. Vous voyez, et encore, j'étais généreux. Parce que son équipement téléassistance à l'âge de 85 ans en moyenne, ou 84 ans, vous voyez que la courbe est plate jusqu'à 2030. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un marché, par la téléassistance, qui progresse certes, mais qui ne profite pas encore de la hausse du baby-boom. Vous voyez, donc, le nombre de personnes en EHPAD, en plus, il y a eu des décès dans les EHPAD, donc on peut estimer qu'il ne sera pas en forte hausse démographique. Après, on peut pénétrer un marché, hein. On peut convaincre plus de personnes, bien évidemment, hein, dans ces mêmes tranches d'âge. Là, c'est juste la démographie. Et vous voyez ici, 75 ans et plus, on rentre en résidence service senior vers 70-80 ans. Vous voyez, la courbe de 75 ans est en forte hausse. Donc là, on commence à voir ici le baby-boom. Bien évidemment, si on se projette au-delà de 2030, la courbe ici, 75 ans, on va la retrouver après 2030, je crois que c'est 2032. À partir de 2032, on verra une hausse forte des personnes encore plus âgées. Ça, c'était une des raisons pour lesquelles j'avais expliqué que les technologies ne démarraient pas avant 2025, 2027, puis 27 et puis 22 dans l'article que j'avais publié à la fin. Donc ça, c'est une des premières raisons. Vous voyez, donc là, j'avais fait plus de 80 ans, pareil. Vous voyez, plus de 80 ans commence à progresser au bout d'un moment. Autre raison, donc la deuxième raison, c'est une question de génération. Vous avez, donc là, j'ai marqué les générations. Donc les générations, qu'est-ce que c'est? Alors, on y croit, on n'y croit pas. En fait, on a posé, les Américains, dans les années 70, ont posé la question aux gens, à toutes les populations, qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie? Et ils se sont aperçus qu'il y avait des valeurs qui étaient communes, des réponses. Donc, quand on pose la question, qu'est-ce qui est important? On chope une valeur et on s'aperçoit qu'il y avait des réponses communes. Et des réponses communes dans les personnes qui avaient vécu au même moment la fin de l'enfance et le début de l'adolescence. Voilà, à peu près cette période en question, les mêmes moments. Et donc, ces valeurs-là, on les conserve. On conserve non seulement des valeurs en question, on les conserve en vieillissant. C'est les critères qui définissent les valeurs qui peuvent évoluer en vieillissant. Sauf souvent qu'on a la valeur de la liberté. Bon, en vieillissant, la valeur de la liberté reste, mais c'est la définition de la liberté, c'est qu'est-ce qu'il faut pour qu'on se sente en liberté qui peut évoluer en fonction de l'histoire, de l'historique, des moments qui arrivent. Donc là, je vous ai mis les différentes générations qui sont sorties. On a pris d'autres termes pour dénommer les générations, mais c'est juste l'idée. Et donc, les générations, elles montent avec la pyramide des âges. Au fur et à mesure que la pyramide monte, les générations, bien sûr, montent. On s'aperçoit que quand on prend par exemple des technologies avec des capteurs dans la maison, ce qu'on appelle, certains appellent par abus de langage, moi aussi d'ailleurs, actimétrie. On mesure les mouvements d'une personne âgée à domicile, puis après, s'il y a un phénomène anormal ou un comportement, par exemple, la personne âgée ne se lève plus ou ouvre moins le frigo, etc., on détecte des phénomènes. Ces technologies-là sont apparues au début des années 2000. Et elles n'ont pas encore démarré. C'est en fait, quand vous voyez les téléassisteurs qui vendent peut-être 1 ou 2% de ces technologies en question. Et pour moi, c'est une des raisons, c'est que les générations de seniors et grands seniors, qui sont à l'heure actuelle en âge d'employer, enfin, qui pourraient être en âge d'avoir besoin de ces technologies, ce n'est pas des technologies qui sont dans les usages de cette génération. Ce n'est pas une génération qui est connectée. Enfin, commence à l'être, mais beaucoup moins que les baby-boomers. Donc, on peut estimer que les baby-boomers, eux, comme ils sont coutumés du numérique, vont pouvoir utiliser des technologies qui sont liées au numérique. Et donc là, c'est la deuxième raison pour laquelle j'avais dit 2022 ou 2027. Et on voit bien tout ce qui est technologie, maintien à domicile lié à un téléassisteur un peu trop innovant. On voit bien les téléassisteurs ont essayé plein de solutions, hein. Et maintenant, on voit bien que dans toute l'Europe, pratiquement, quasi toute l'Europe, ils sont revenus au bouton classique, médaillon ou bracelet, mais pas à l'actimétrie, et même pas beaucoup à tout ce qui est téléassistance mobile, hein. Ça reste peut-être, téléassistance mobile doit représenter peut-être 2, 3, 4% du marché à téléassistance classique. Donc voilà, ça c'était la deuxième raison. Là, je vous ai mis les valeurs de génération. Les valeurs de génération, c'est qu'est-ce qui est important pour chaque génération.
Vous voyez, par exemple, mes parents qui ont 82 ans, c'est sécurité, camaraderie, complicité entre amis. On peut rajouter aussi le collectif. Les baby boomers, c'est l'hédonisme, c'est le plaisir, la liberté. Voilà, je fais ce que je veux un petit peu, c'est ça. L'individualisme, alors qu'en haut, c'était plutôt collectif. Nostalgie, jeunesse. Et donc, ça va changer pas mal de choses. C'est qu'en fait, les baby boomers qui arrivent vont mettre plus de temps à choisir, sont plus au fait de la technologie, vont plus comparer, à mon avis, sont moins résilients, enfin, moins en acceptance de la résilience que les plus âgés. Donc, ça va un côté un peu plus rebelle. Et ma génération, moi, 53 ans, c'est révolte, indépendance, entreprenante, anti-établissement, scepticisme. Oui, c'est ça. C'est moi, ça. Voilà. Donc, on voit bien que ce qu'on appelle la gérontognologie, ou beaucoup de technologies de la gérontognologie, sont plus, en tout cas, ne sont pas cohérents avec les grands seniors, parce que ce n'est pas dans les usages, il faudra apprendre un usage. Pas très cohérent avec les seniors, mais un peu plus cohérent avec les baby boomers. Donc, on peut estimer que c'est les baby boomers qui vont utiliser ces technologies-là, mais ils ont, pour les plus âgés, 77 ans, et ils seront peut-être utiliser ces technologies en question. Voilà. Et on peut même estimer que les baby boomers utiliseront plutôt Google Home ou Alexa d'Amazon au lieu d'un médaillon de téléassistance, mais ça, l'avenir le dira. Ensuite, il y a des raisons psychologiques. Et c'est là qu'on va rentrer on va faire mal à la tête de ceux qui sont très, très rationnels. Pour moi, en fait, il y a vous savez je vous ai montré une chaussure avec une banane, peau de banane. On s'aperçoit que dans la silver economy, beaucoup de solutions, mais pas que technologiques, hein, l'aménagement du domicile, les services à domicile, le partage de repas, tout ça, ça arrive généralement lorsqu'il y a eu un incident. L'incident, c'est un retour d'hospitalisation, c'est je commence à chuter, ou j'ai chuté dans ma salle de bain et j'ai pris conscience que j'ai chuté. Et avant ça, c'est très difficile parce pour moi, il y a au moins 3 phénomènes qui bloquent. Il y a le manque de conscience, et en fait, je n'ai pas conscience que manger trop salé, je ne sais pas que manger trop salé, c'est dangereux pour la santé. Donc, tant que je n'ai pas le problème, voilà. Je continue à fumer et j'ai conscience mais il y a le déni ou voilà, on verra. Puis après, il y a la procrastination, c'est je remets à plus tard. Et je ne vais pas dévoiler son nom, mais il y a un téléassisteur en France, d'une association qui est dirigée dont le président a plus de 83 ans. Et un jour, il me dit Frédéric, il faudrait que tu nous aides à équiper en téléassistance les gens plus jeunes. J'ai dit, mais écoute, toi, tu as 82 ans, tu es veuf, tu es seul dans ta maison, tu connais tous les chiffres de téléassistance, donc en fait, il n'y a pas de manque de conscience, il n'y a pas d'ennui. Il m'a dit, ah Frédéric, on verra plus tard, moi je verrai plus tard, ça sera, en plus je prendrai un téléphone mobile. Ça, il y a 2 ans. Et il n'est toujours pas équipé de l'assistance. Voilà. Donc là, c'est la procrastination, on verra plus tard. Donc ces phénomènes, on va voir en psychologie comment on peut les lever. Et après, autre blocage qui peut arriver, ça je pense que vous l'avez tous vu, parce que la courbe là maintenant, elle est très très répandue. Là, c'est l'âge subjectif, c'est l'âge que l'on pense avoir dans sa tête. Alors, il y a différents âges. Il y a l'âge chronologique, l'âge qui est marqué en nombre d'années, voilà. Nombre d'années depuis la naissance, notre passeport et notre carte d'identité. Et puis, il y a l'âge subjectif. L'âge subjectif, c'est pratiquement l'âge que l'on pense avoir. C'est plus exactement, on s'identifie à une personne de quel âge. Voilà, c'est plutôt ça l'âge subjectif. Il y a 3 questions très précises pour le définir. Il y a un âge cognitif qui est un peu différent, on va dire là, par l'âge subjectif. Et donc, pour comprendre l'âge subjectif, ligne en bas, c'est l'âge chronologique qu'on a depuis la naissance. Par exemple, là, j'ai marqué 65 ans. Quelqu'un qui a 65 ans, on remonte jusqu'à la courbe, ici, jusqu'à la courbe. Je fais ici, mais ça ne marche pas bien, il faut que je mette. Voilà. Donc, on recourbe, on monte jusqu'à la courbe bleue, et là, c'est le nombre d'années environ qu'il faut enlever à 65 ans pour avoir à peu près l'âge que l'on pense avoir. Voilà. Et donc, voilà pourquoi on se sent plus jeune qu'on ne le l'est à l'heure actuelle. Et on s'aperçoit que dans la plupart des secteurs d'activité, on consomme par rapport à l'âge subjectif. Alors, pour rigoler un petit peu, vous voyez, avant 20 ans, il y a Lolita. On essaie de se vieillir. Après 20 ans, là, ça commence à moins aller. Et on commence à se rajeunir. Et après, là, vous voyez, ça redescend parce qu'il commence à y avoir des problèmes de santé. Et là, on réalise un petit peu plus son âge. Ça, là, c'est un autre phénomène qui empêche de s'équiper de produits en prévention.
C'est un vrai souci, ça aussi. C'est en fait que, et encore, ça c'est la moyenne, parce qu'il y a des profils psychologiques qui se pensent 30 ans de moins. Vous imaginez le truc. Hein. Puis il y a des profils qui se pensent pratiquement leur âge. Mais ça, c'est une moyenne. Donc ça explique pourquoi le magazine Notre Temps, Pleine Vie, le magazine Vue Over 60 en Norvège, ils ont des couvertures de femmes qui n'ont pas 60 ans, alors qu'ils ciblent des gens qui ont 60 ans, même plus. Voilà. Et ils ciblent des gens qui ont 55 ans dans les kiosques, hein, avec Notre Temps, et donc ils mettent des couvertures de femmes, de mannequins, puis de femmes qui correspondent à l'âge subjectif. Dès qu'ils montent un petit peu l'âge perçu, les ventes en fait des magazines ont tendance à baisser. Ça dépend de la culture. Dans le nord de l'Europe, la différence est un peu plus faible. Et dans le sud de l'Europe, il n'est pas possible de mettre des cheveux gris sur les couvertures des magazines seniors. Dans le sud, en Espagne, par exemple, c'est impossible. On peut mettre des tempes légèrement grisées dans le nord de l'Europe. Donc ça, c'est... Voilà. Et ensuite, dernier point sur les raisons, il y a des croyances. Alors les croyances, je ne vais pas détailler, mais les croyances, certains disent que c'est trop tard pour prendre soin d'eux. D'autres vont dire on a encore le temps, c'est qu'on a un rapport au temps qui est très espacé. D'autres vont dire je suis fort. D'autres vont dire prendre une telle assistance et montrer une faiblesse. Vous voyez, il y en a beaucoup qui sont dans ce schéma-là, donc en fait, ils ne veulent pas prendre une telle assistance, ils ne veulent pas prendre une solution. Cela. Et puis là, qui ont des valeurs, ceux qui ont des valeurs du style altruiste, en ce que plus des autres que de moi-même, par exemple. Donc ça, c'est le phénomène-là, effectivement, il y a plus de mal à s'équiper soi-même. Il y a plus de mal à ceux qui sont très forts, très charismatiques, parce que c'est reconnaître une faiblesse. Plus de mal à ceux qui vivent dans l'instant présent, bien évidemment, parce qu'ils ne pensent pas au futur. Donc, ces gens-là, en fait, ont du mal à imaginer ce qui peut arriver en continuant, par exemple, de fumer pendant longtemps. Voilà, donc, ça, c'est un ensemble de phénomènes qui ont expliqué pourquoi moi j'avais calculé 2027 sur ces technologies. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'arrive pas à voir le chat, moi. Comment on fait pour voir le chat? Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Non? Vous m'entendez toujours? Oui, non? Oui, oui, c'est la bulle. Vous voyez normalement une barre en bas et il y a une petite bulle où il y a écrit discuter. Ah, je vois, voilà, c'est bon. Bon, voilà. Donc, s'il y a des gens qui peuvent ont des questions, vous pouvez me poser dans le chat au fur et à mesure, d'accord? Je le vois maintenant. Voilà, et en fait, n'hésitez pas à les poser dans le chat et je vais reprendre toutes les questions, je dirais, en fin de, comment dirais-je, en fin de présentation. Comme ça nous permettra de, de répondre par thématique de questions. Voilà. Alors, bon, jusqu'à présent, je pense que l'ensemble des solutions, pour ceux qui connaissent un peu la Silver Economy, les raisons, en fait, vous les avez déjà lues ou vues, etc. Mais oui, c'est des choses qui s'additionnent. Maintenant, ce qui est un peu nouveau, c'est la partie psychologique. Donc, on estime, par exemple, qu'on veut proposer des solutions technologiques à des personnes qui sont plutôt en prévention. Et je vais vous expliquer un petit peu comment moi j'aborde le sujet. Alors, ça peut être prévention pour faire des ateliers de prévention sur les chutes, ça peut être des préventions pour, comme Été Indien, la startup le fait sur Été Indien qui propose l'activité physique adaptée pour amener les gens en prévention plus tôt. Ça peut être les AG2R, les mondiales, etc., qui proposent AG2R Malakoff Humanis qui proposent des solutions en prévention. Là, on va parler des technologies. Mais voilà comment moi j'aborde le sujet psychologique. La première chose, un truc qui est évident, c'est que l'être humain, ça c'est évident, mais il faut le rappeler, c'est que l'être humain, à la base, il fuit la douleur, il va vers le plaisir. À la base, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, si on vous propose deux choses, une chose que l'on juge douloureuse ou une chose que l'on juge avoir du plaisir, on va aller naturellement vers celle qui a le plaisir. Or, celle qui a le plaisir immédiat, en fait, n'est pas forcément celle qui est bon pour la santé ou bon pour plus tard. Et donc, quand on présente une solution par anticipation, il faut montrer dans la communication, convaincre dans le discours, il faut montrer un bénéfice, plaisir immédiat à aller en prévention. Donc, par exemple, si on prend l'idée qui me vient hors technologie, mais dans le sport, par exemple, si on met des gens sportifs en prévention, je vous expliquerai un petit peu après comment stratégiquement moi je propose. L'idée, c'est de dire, voilà, en faisant du sport, vous allez pouvoir rencontrer des gens, par exemple. Vous voyez, rencontrer des gens, ça peut être un plaisir pour certains à court terme, avant d'avoir un bénéfice
sur le sport, si on se met en salle de sport, ça va durer 1 an le bénéfice. Pour avoir un bénéfice, ça va durer plusieurs mois. Donc voilà, il faut qu'il y ait un autre bénéfice, un autre plaisir. Voilà. Tant qu'on n'a pas inversé ça, c'est très difficile de dire. Si par exemple, une telle assistance, c'est perçu comme étant douloureux parce que pour les gens qui sont dépendants, je serais mal vu de la famille, etc. Tant qu'il y a cette image-là, ben en fait, on a beau mettre toute la publicité que l'on veut, c'est très difficile. Ouais. Je vais dire un petit peu après comment on peut changer ça. Donc, c'est le premier point, c'est la base de la base. Ensuite, quand on a un objectif, par exemple, vendre, proposer des produits technologiques aux seniors, par exemple, il faut. Attendez, je n'arrive pas à tout à lire là. Voilà. Il faut comprendre les obstacles, donc les objections. Donc, on verra après comment j'aborde les objections au niveau psychologique. Donc, lister les objections, ça peut être c'est trop cher, c'est pour les vieux, la croyance, ben, on verra plus tard, j'ai encore le temps, etc., d'accord. Et puis aussi, il peut y avoir aussi les craintes. Les craintes, c'est j'ai peur d'avoir un médaillon quand mes petits-enfants viennent chez moi. J'ai peur qu'on me regarde, j'ai peur, etc. Voilà. Et donc, on regarde l'objectif, on regarde les obstacles et les craintes. Et la communication, pareil, là, si on ne contourne pas, enfin, on ne répond pas aux obstacles et on ne déstresse pas, enfin, on ne résout pas les craintes, là, pareil, on peut envoyer toute la publicité que l'on veut, bah, il y aura toujours les craintes de la personne. On verra après comment on fait. Voilà. Ensuite, voilà. Donc, autre chose comment on fait, c'est qu'il faut déculpabiliser la personne. C'est-à-dire, en fait, on s'aperçoit, une personne, par exemple, qui a dit non, je ne m'équipe pas d'une telle assistance, non, je ne m'équipe pas d'une technologie, non, je ne fais pas de sport, etc. Au moment, en fait, il y a un incident qui arrive, là, une partie des gens vont se sentir coupables de ne pas s'y admettre plus tôt, de ne pas avoir écouté Et là, en fait, pareil, la culpabilité va bloquer en fait l'équipement, va bloquer la décision de se mettre au sport. Ouais. Ou alors j'ai pas fait de sport, je retarde, mes amis y sont allés, si je vais dans la salle de sport, mes amis y sont allés, elles auront un niveau supérieur ou ils auront un niveau supérieur, et je vais avoir honte dans les cours collectifs. C'est-à-dire, beaucoup d'hommes ne vont pas dans les cours collectifs en salle de sport, c'est une des raisons d'ailleurs. Voilà. Donc l'idée en fait, c'est de déculpabiliser. Numéro 1, déculpabiliser. Déculpabiliser, c'est-à-dire voilà, il y a 3, 4, 5 millions de personnes qui sont dans votre cas en question. On explique que la personne n'est pas seule dans ce cas en question. Mais ça ne suffit pas en fait. Après, deuxième, il faut créer ce qu'on appelle en psychologie, même si c'est un terme un peu fort, un ennemi commun. C'est-à-dire en fait, on va dire, voilà, c'est la faute de quelqu'un d'autre. En fait, on déculpabilise, donc beaucoup de personnes sont comme ça, mais ça c'est dû, et on explique, c'est dû au fait qu'il n'y ait pas de politique de prévention, n'importe quoi, c'est dû au fait que dans d'autres pays, l'assistance est gratuite. C'est dû, voilà, on invente, pas forcément une personne physique qui est l'ennemi, mais un système, une loi, etc. Ou alors, on ne nous propose pas, on ne propose pas telle assistance gratuitement à grande échelle, par exemple, cette technologie en question. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose à faire, c'est déculpabiliser et ensuite dire que c'est la faute de quelqu'un. Voilà. Donc, on fait, là, je suis un peu direct, bien sûr. On fait ça de manière un peu plus soft, bien évidemment. Et ensuite, l'autre solution, l'autre idée, c'est, là, je vous ai fait un cerveau sur comment un cerveau prend comment nous, on prend nos décisions. Donc, ça, c'est schématique. Vous avez en bas à droite, là, vous avez une tête, hein, vous avez reconnu, vous avez une tête avec le nez ici, la bouche, etc., le menton, le cou. Donc, l'information rentre dans le cerveau par les systèmes sensoriels. Donc, voilà, système sensoriel, on va simplifier, ça rentre dans le cerveau. La décision, elle est prise de manière, en fonction de l'état émotionnel dans lequel on se trouve, on va y revenir, des références que l'on a, on va y revenir également, des besoins que l'on a et des croyances, des valeurs et des croyances que l'on a. Alors, système sensoriel, j'en parle, on peut vite y aller, mais effectivement, il y a la baisse de l'ouïe, la baisse de la vue, mais ça tout le monde connaît, donc il suffit que les publicités en prennent en compte pour que ça arrive. Mais ce que je vais creuser, c'est ici. L'état émotionnel, si on arrive à proposer un produit à une personne qui est dans un état de déprime ou qui a appris une mauvaise nouvelle, ce n'est pas pareil que pour proposer le même service à une personne qui vient d'apprendre une bonne nouvelle. On n'aura pas la même réponse. Vous voyez, on est tous dans ce schéma-là. Si on a un coup de déprime, on ne consomme pas forcément les mêmes produits que si on est heureux, on est content. Donc l'idée, en fait, déjà, c'est
il faut que la communication remonte le côté émotionnel de la personne. Ça, c'est la base. Donc, c'est-à-dire des photos lumineuses, des photos qui bougent, enfin, un mouvement, enfin, il faut que ça remonte l'émotionnel. Et ensuite, la référence. La référence, c'est, si je dis, je parle de téléassistance parce que tout le monde connaît, mais si on dit téléassistance, par exemple, ce à quoi la personne va penser. Certains vont penser à un mémé qui fait pipi par terre, hein, dans leur tête, dans leur cerveau. Ils vont déclencher des images. Si moi je vous dis, ne pensez pas à un éléphant bleu avec un bikini rouge, oui, un bikini rouge, je failli tromper de terme. Donc en fait, vous pensez à un éléphant bleu. Là, c'est pareil. Dès qu'on dit téléassistance, tac, on pense à quelque chose. Là, si la référence à téléassistance, c'est quelqu'un qui est dépendant, difficile à vendre la téléassistance. Donc là, en psychologie, ce que l'on fait, on fait ce qu'on appelle un recadrage. Donc, on fait soit un recadrage de sens, soit un recadrage de contexte. Regardez voir comme la nouvelle baseline de Tunstall, le premier téléassisteur en France. C'est l'ange gardien. On est ange gardien. C'est-à-dire, en fait, eux, ils ont fait un recadrage de sens. On n'est pas téléassisteur, on est ange gardien. Ouais, ils sont téléassisteurs, mais ils disent ange gardien. Là, ils ont fait un recadrage de sens. Vous voyez? Parce que quand on dit ange gardien, l'image qui est dans le cerveau est différente de celle que lorsqu'on dit téléassistance en première image. Et ensuite, l'autre solution, c'est un recadrage de contexte, c'est-à-dire en fait expliquer dans quel autre contexte la solution est également utilisée. Et regardez bien ce que fait Présence Verte en téléassistance. Ils mettent aussi une publicité dans leur site pour les travailleurs isolés, pour ceux qui sont isolés, qui peuvent également prendre un service de téléassistance. Pas parce qu'ils sont vieux, mais parce qu'en fait, ils peuvent avoir un incident, etc. On peut proposer la téléassistance, je ne sais plus quel téléassisteur, proposer la téléassistance mobile avec un cycliste, un jeune cycliste, enfin un jeune retraité cycliste, avec une téléassistance. Donc là, c'est pareil. Vous voyez, on ne dit pas à la personne âgée, attention, mais c'est parce que tu es vieille que tu prends une téléassistance ou cette solution-là. Non, ça arrive dans d'autres situations. Et là, la personne, elle s'est dit quoi? Là, elle ouvre les yeux, elle se dit, mais ce n'est pas uniquement parce que je suis vieille, vous voyez, ce n'est pas uniquement pour ça. Vous voyez, donc, si on additionne tout ça, après, il y a les besoins, et puis après, il y a les croyances. Alors, les croyances, on va voir après, mais si une partie de la population a une croyance que la téléassistance, c'est pour les vieux, vous voyez, on change par recadrage. Si c'est notre croyance, on va traiter les objections suivant les croyances en amont, avant de présenter la publicité. De façon à ce que lorsqu'on présente le produit, la personne se dit, ok, c'est bon, c'est pour moi également, mais pas uniquement parce que je suis vieille. Alors, un exemple concret, moi j'ai un ami qui est triste pour lui, en fait, son papa il a mon âge à peu près, son papa a 83 ans, son papa est très charismatique. Il a eu un attaque cardiaque, il est rentré à la maison, cet ami m'a dit, Frédéric, il faut que tu m'aides à proposer des services d'aide à domicile, comment ça s'organise, comment ça marche, etc. Voilà. Je lui ai dit, ton papa, il m'a dit portage de repas, nettoyage plus auxiliaire de vie. Et je lui ai dit, ton papa, il est très charismatique. Si tu lui proposes l'auxiliaire de vie, il risque de tout planter, il risque de refuser tout ça, en fait, d'un coup, en fait. D'accord? Il va te refuser le portage de repas, tout ça. Donc, en fait, je lui ai dit, écoute, on va commencer par lui proposer le portage de repas et lui expliquer. Alors là, on a inventé une histoire qui est fausse, on a inventé une histoire. Tu vas lui dire à ton papa, voilà, j'ai un ami qui a 30 ans, il est célibataire, il s'est cassé le bras au ski, il est rentré chez lui et il n'arrivait plus à faire à manger, et donc en fait, il a pris un portage de repas. Si tu veux, on t'en propose un. Et le père a accepté, vous voyez. Parce qu'en fait, on a essayé de le... Voilà. On a fait d'abord le portage de repas, après, on lui a mis Shiva, enfin, je ne sais pas si c'est Shiva, en tout cas le truc le nettoyage, et maintenant, on va y aller sur l'auxiliaire de vie. Vous voyez, il y a aussi un ordre dans lequel on propose, vous voyez comment on propose. Donc, le portage de repas, pareil, dans des situations, en recadrage de contexte. Ça arrive également à ceux qui se cassent le bras au ski, le bras droit pour ceux qui sont droitiers et qui n'arrivent plus à faire à manger, à laver la vaisselle, etc. Ils n'arrivent plus à laver par terre, etc. Donc, ça, c'est le... Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire dans cette circonstance-là. Alors, les objections, comment on les traite, les objections? Et après, je vais vous dire stratégiquement un truc que je trouve pas mal. Les objections, en fait, psychologiquement, en fait, elles sont de 3 sortes. Alors, ça dépend comment on voit. Moi, je vois ça comme ça. Et les objections qui dépendent de la personne, du fournisseur de produits ou du commercial, d'accord,
Attendez, non, je reprends. Je vais reprendre. Non. La personne, c'est le client, celui qui va être utilisateur, donc les seniors dans ce cas-là. Il y a des objections qui sont traitées, qui concernent le produit, l'entreprise ou le commercial qui propose le produit. Il y a des objections qui sont externes. Alors, premièrement, c'est la personne, ça peut être j'ai honte d'avoir un téléassistant, j'ai honte d'avoir une technologie, voilà, j'ai honte par rapport à ma famille. Ça peut être je ne me sens pas capable de l'utiliser, c'est trop technologique, voilà, c'est une téléassistance sur un capteur, sur un écran, je ne sais pas utiliser, j'ai trop peur. Voilà, donc, ça concerne la personne. Donc, on va lister, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait des focus group, des entretiens individuels plutôt, avec avec des seniors, concernés, et on va leur poser la question, qu'est-ce qui bloque? Et on va lister une quinzaine, généralement une dizaine d'objections pour les personnes. Après, il peut y avoir les produits. Votre marque n'est pas connue, le vendeur qui est venu, alors lui, il n'est pas poli, il n'a pas dit bonjour, il ne s'est pas essuyé les pieds, genre de choses. Voyez, donc, on va lister les différents. Dans votre secteur d'activité, il n'y a que des relous ou que des lourds, il y a des gens, il y a des voleurs, donc en fait, on ne peut pas faire confiance. Et donc, toutes les objections qui concernent le secteur, l'entreprise ou le produit. Voilà. Ou à téléassistance, c'est pour les vieux, ce genre de choses. Et après, les objections externes, c'est j'ai pas les moyens, ma femme ne veut pas, mon mari ne veut pas. Je peux pas faire équiper ma salle de bain parce que je suis locataire et pas propriétaire, ça dépend du propriétaire. Donc, en fait, on va lister les différentes objections et on va lister celles qui reviennent le plus souvent, les plus importantes, les trois généralement. Et les trois, généralement, on va les tuer dans l'œuf. Si, par exemple, la téléassistance, alors je prends un exemple, donc ce qu'on fait en fait sur un site internet d'un téléassisteur, par exemple, on va faire des témoignages du style, par exemple, si l'objection c'est la téléassistance c'est pour les vieux, et ben en fait, on va faire une objection, on va faire un jeune senior qui fait son sport tout seul, qui est sur un vélo, fait du vélo, un cycliste, je vais y arriver. Un cycliste qui est seul, en fait, et qui dit, voilà, moi j'ai pris une téléassistance, comme ça, s'il arrive un problème lorsque je suis en haut d'une montagne, je peux être secouru facilement par le téléassisteur. Voilà. Et donc, on va donner des exemples qui vont court-circuiter en fait les objections en question. Donc, en fait, on va couper les objections sans déclencher l'objection. On coupe les objections une par une, ce qu'on appelle en secret. Vous voyez, on fait des secrets ou en amont du discours, et seulement après, on peut proposer le produit en question. Bien sûr, on ne fait pas ça avec toutes les objections, bien évidemment. On fait ça avec les principales. Alors maintenant, réflexion stratégique. Je ne sais pas où j'en suis, mais j'ai encore 10 minutes. Réflexion stratégique. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. On imagine qu'on est le ministre de la Santé. Non, le directeur de la Sécu. Voilà. Et notre but, en fait, c'est... Non, le ministre de la Santé, plutôt. La ministre de la Santé. Et notre but, en fait, il peut être de mettre le maximum de gens en prévention, ou notre but peut être de faire baisser les coûts de la santé des gens, faire baisser les coûts pour la santé. Ça, ce n'est pas pareil pour moi. Si on dit, voilà, on met le maximum de gens en prévention, une stratégie pourrait être de définir les gens qui sont déjà les plus sensibles à la prévention et les focaliser, eux, pour les mettre en prévention. Donc, pareil, si moi, j'érige un téléassisteur, je vais identifier les seniors qui sont les plus sensibles à la téléassistance, qui sont les plus malléables avec ce discours-là, qui sont les plus positifs par rapport à la téléassistance. Et ma com, en fait, va cibler ces gens-là, principalement ces gens-là. Comme ça, moi, je vais faire grossir mon chiffre d'affaires sur des gens qui sont déjà dans la prévention, psychologiquement tournés vers le futur, un peu les gens peureux, qui ont peur des conséquences, etc. Je vais cibler ces gens-là, en fait, précisément psychologiquement. Et là, mon chiffre d'affaires va grossir. Par contre, en fait, ce n'est pas forcément ce qui est mieux pour la sécurité sociale, parce que ce qui est mieux pour la sécurité sociale, c'est faire baisser le coût de la santé. Et on peut estimer que ceux qui sont les moins dans la prévention naturelle, ceux qui prennent le moins soin d'eux, entre guillemets, mais sans, je ne juge pas, c'est la vie, c'est comme ça, ces personnes-là en question, c'est peut-être elles qui coûtent le plus à la sécurité sociale. Peut-être que oui, peut-être que non, mais en tout cas, on peut imaginer. Donc, on pourrait estimer que la Sécu, elle n'a pas le même objectif que le téléassisteur, et elle se dit, voilà, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas cibler les gens qui sont déjà naturellement en train de manger correctement, c'est plutôt de rééduquer ceux qui mangent un peu trop gras, un peu trop sucré, un peu trop salé, etc. etc. Et donc, ceux-là, en fait, sont peut-être plus difficiles à obtenir, plus difficiles à cibler. Vous voyez, donc, il y a déjà, vous voyez, en fonction de son objectif, il y a différentes stratégies. Et donc, je pense que les acteurs sur la cycle de leur économie, pour croître, si on prend uniquement dans un but égocentré l'entreprise ou l'association qui propose des produits, l'atelier de prévention, il y a intérêt à cibler les gens qui sont
déjà dans le move d'être dans la prévention. Et ben voilà, comment on fait? Comment je fais? Donc, c'est là qu'on rentre en psychologie. Soit on va définir par rapport à des segmentations qui existent déjà, des gens qui sont le plus dans la prévention. Alors, généralement, les plus dans la prévention, c'est ceux qui sont tournés vers le futur, parce que généralement, ils pensent plus au futur qu'au passé. C'est les gens qui sont les plus anxieux. Il y en a à peu près, c'est à peu près 30-35% des gens qui sont dans ce cas-là, plus ou moins à grande échelle, hein, bien sûr, plus ou moins à grande échelle. C'est chez ces gens-là, des gens qui ont déjà eu des incidents dans le passé, qu'on va d'abord cibler. On peut faire comme ça, ou alors on peut aller, deuxième possibilité, donc ça c'est la première possibilité, je ne sais pas si, voilà. Ouais, donc voilà, avatar prédéfini, donc c'est émotionnellement réalisé. Les valeurs, on va chercher les gens qui sont dans la santé, dans l'activité, tournés vers le futur, plutôt dans les profils évitement, c'est ceux qui évitent les problèmes plutôt qu'aller vers une solution. Ceux qui ont un âge subjectif proche de l'âge chronologique, effectivement, celui qui a un âge chronologique très différent, bah, lui, très difficile à convaincre. Hein, et donc, dans certaines typographies, comme les diagrammes ou d'autres segmentations des profils valeurs, on voit très clairement quels sont ceux qui sont dans le profil. Donc, c'est la première solution, c'est qu'avec des outils qui existent déjà, on va définir l'avatar, en fait, la personne idéale pour la mettre le plus vite possible en prévention, donc pour s'équiper le plus vite possible de technologies de maintien de domicile. L'autre solution, et là, par contre, il faut des psys, on va aller chercher ceux, par exemple, on prend toujours la téléassistance, c'est clair, en fait. La téléassistance, vous avez des téléassistances par bouton sur les poignets avec une montre, vous avez la téléassistance sur un téléphone, et puis vous avez les capteurs, l'actimétrie par les capteurs qui coulent à la maison, et après on apprend le mouvement d'une personne, à quelle heure elle se lève, à quelle heure vous ouvrez les portes du frigo, etc., à quelle heure elle va à la salle de bain, etc. On va aller chercher ces gens-là, ceux qui ont été les plus facilement convaincus par ce type de solution. Ou dans d'autres solutions, dans d'autres technologies, on va prendre ceux qui utilisent le plus ces technologies en question. Ceux qui sont dans le sport, ceux qui sont les plus assidus au cours d'activités physiques adaptées chez les Indiens, par exemple, etc. Et donc, là, on va aller chercher ces personnes-là et on va les modéliser. En psychologie, on appelle ça modéliser. Donc, il faut un psychologue, par contre. Le modéliser, c'est qu'en fait, on va décortiquer qui ils sont, quelles sont leurs valeurs, leurs croyances par rapport au produit en question, à quoi elles pensent quand on pense au produit en question, qu'est-ce qui a fait qu'elles sont équipées en question rapidement, quel est l'âge subjectif, on va leur définir des questions, etc. Et on va, comme ça, définir, à partir du réel des gens qui sont déjà équipés, produit par produit, la personne qui est la plus susceptible d'être en phase avec ce produit en question. Mais ça, c'est valable pour tous les produits. Hein. Mais c'est valable pas mal sur voilà. Et donc, ce qu'on appelle en modélisant, voilà, en modélisant. Et donc, en fait, on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, ceux qui sont dans le mood d'avoir acheté le même produit et de manière assidue ont tous la même croyance. Vous voyez, on a fait un focus group pour été indien sur l'activité physique adaptée, je ne vais pas tout dévoiler, mais ils se sont mis au sport parce qu'il y a une croyance bien particulière. Et ils sont endurants au sport tous les jours parce qu'il y a une raison particulière et qu'ils partageaient tous. Pas avec la même expression en langue française, les mêmes mots, mais c'était à la base, on est descendu de la croyance et des valeurs, c'était tous la même chose. Et ça, en fait, comme ça au lieu de faire une communication qui part dans tous les sens et qui essaye de cibler tout le monde et n'importe qui, et puis à la fin personne, l'idée, c'est de cibler les gens qui sont comme ça, en fait, et qui ne sont pas encore en activité physique adaptée. Et la communication devrait raconter une histoire qui soit basée sur ces croyances, enfin sur ces croyances plus ces valeurs en question, enfin sur ces profils très particuliers, pour pouvoir raisonner avec ces personnes en question. Ça, c'est valable pour une entreprise à silver economy, mais ce n'est pas valable pour la sécurité sociale, parce que ce n'est pas forcément ceux-là, en fait, qu'il faudrait mettre en priorité en prévention. Hein, j'ai déjà dit. Et ensuite, après, je vais arrêter là, mais ensuite, après j'ai fini, il y a tous des outils qui sont très connus, je pense que vous avez entendu parler. Convaincre quelqu'un de manière rationnelle qu'il faut s'équiper d'une téléassistance ou d'un produit technologique, maintien à domicile, c'est difficile, et il faut mieux le faire par histoire. En fait, il faut mieux le faire, au lieu de dire, voilà, la téléassistance, c'est eux qui font du vélo isolé, machin, etc. Il faut mieux faire un petit film d'un cycliste et qui raconte son vécu, donc ce qu'on appelle un storytelling,
Et il faut mieux raconter ça, et c'est beaucoup plus facile pour différentes raisons. Quand on raconte une histoire, il y a beaucoup moins d'objections, c'est ça où s'arrête, enfin, le cortex s'arrête, on écoute l'histoire, donc il y a moins d'objections et on accepte plus facilement ce qui est proposé, bien sûr, à utiliser avec éthique et des pincettes. Voilà, donc on voit que certains sont en train de développer du storytelling pour proposer des produits en prévention. Pareil, si on fait l'activité physique adaptée, autant, au lieu de dire, voilà, il faut faire l'activité physique adaptée parce qu'il y a ceci, tant de morts, tant de machin, etc. Non, on raconte, on fait un film sur les personnes qui sont en activité physique adaptée ou un atelier de prévention des chutes et elles expliquent avec du détail pourquoi elles sont en activité physique adaptée, etc. Voilà, c'est mon adresse email si vous voulez échanger un peu plus. Voilà, question ? Il faut allumer le micro, je pense. Ouais. Merci, mon cher Frédéric. Je t'en prie, Damien. Vas-y, je t'en prie. Merci, mon cher Frédéric. Écoute, je pense que je vais faire l'unanimité en disant que tu as été très clair. Vraiment, j'ai bu tes paroles et je n'aurai pas beaucoup de questions. Alors, j'aurai une toute petite. Ensuite, Damien, puisque nous avons l'honneur de recevoir notre ami Guylaine Alain-Joanine, qui est aussi la vice-présidente, tu lui donneras la parole pour une question juste après moi, s'il te plaît. D'accord ? Et puis, je passe un bonjour à tous mes qui ont eu la gentillesse de participer. Alors, ma question, elle est toute simple, Frédéric. Vous pouvez mettre cette partie sur l'avatar modélisé. Tu disais qu'il fallait tenir compte des croyances, des cultures, de la psychologie. Comment fais-tu lorsque tu sais très bien que les cultures, les croyances sont différentes selon les pays, selon, je dirais, les origines? Est-ce que vous avez déjà été dans cette étape de modélisation selon les cultures de différents pays et de différentes origines? Merci. Pour l'instant, dans la génération des seniors, ça reste homogène par pays. Donc, par contre, ça change entre pays. Quand on travaille en Espagne, c'est totalement différent. Quand on travaille dans l'Europe, oui, ça change. Il faut le faire en fonction des pays. Mais pour l'instant, c'est homogène dans les différents pays. Dans 20-30 ans, ça sera peut-être, je pense, différent. Mais oui, le rapport, les croyances, le rapport à qui on est, etc., ça change complètement, bien sûr. Par exemple, je prends un exemple qui m'a marqué, c'est, je ne sais pas si certains sont déjà allés en Suède, d'entre vous. Moi, je me suis dit, la première fois que je suis allé en Suède, bon, l'Allemagne, j'adore parce que c'est collectif, j'adore ça en fait, j'adore le collectif, et enfin, le respect des règles, etc. Et je me suis dit, bon, je vais aller en Suède, c'est encore mieux que ça en fait. Je me souviens d'être descendu du train, et puis j'ai dit, bordel, c'est pas possible, en marchant, je sentais que c'était pas pareil qu'à Berlin en fait. C'est bizarre en fait. Mais c'est pas pareil qu'en France. En France, on sort la boulangerie, on passe devant la personne, on s'en fout, bon, c'est pas grave. C'est pas comme ça, c'était un peu différent. Et la Cécile à Stockholm m'a expliqué pourquoi en fait. C'est parce que en fait la culture là-bas, c'est pourquoi en fait les technologies, la téléassistance est plus développée, c'est une des raisons. En fait, l'État donne tout en fait au niveau social. Et donc le fait que l'État soit très généreux, je ne juge pas, hein, que c'est très généreux, ça a créé une fierté d'être autonome, pas individuel mais autonome. Et en fait, on doit être autonome. Voilà. À tel point qu'avoir une fille au père en Suède, c'est mal vu. Hein, imaginez le truc. Hein, voilà. Et donc, on voit des trucs hallucinants où, même dans les rues, une personne âgée n'est pas forcément aidée. Parce que leur nouveau conseiller. Et ça me. Les micros. Voilà. Je vais régler les micros. Voilà, pour moi, c'est un peu surprenant. Et voilà, donc effectivement, comme ils sont autonomes, en fait, ben, ils sont plus en. Ils ont l'habitude de se prendre eux-mêmes en charge, d'accord? Et bon, ça n'explique pas tout, mais on voit qu'ils ont une espérance de vie en bonne santé largement supérieure à la nôtre. Ils sont plus équipés en téléassistance, mais ce n'est pas la seule raison, il y a plusieurs raisons, mais c'est pour moi une des explications. Et donc, vous voyez, ça c'est un exemple très clairement, on ne vend pas la même chose en téléassistance en Espagne qu'en Suède. Bon, mon cher Frédéric, tu as été magnifique, la beauté dans la grandeur. Il y a, comme tu le sais, je m'intéresse beaucoup, je viens de la Creuse, hein, je m'intéresse beaucoup aux déserts médicaux qui sont d'abord des déserts économiques, mais surtout on a, tout le monde le sait ici, on a 192 bassins de vie en danger, on a 8 millions de personnes, 11 300 communes qui sont touchées. Est-ce que tu as approché
cette cartographie qui est en fait la même cartographie entre nous des Gilets jaunes, hein. Hervé Lebras, tu prends le rapport des sénateurs, page 22, je crois qu'on a déposé le 29 janvier, où on a été pas mal d'intervenants, et où on dit que la diagonale du vide, qui est exactement la même que la diagonale, entre guillemets, des Gilets jaunes. Mais ma question, c'est sur justement les seniors là-dedans. On a par rapport à des territoires, et j'ai travaillé un peu ce domaine avec des géographes, on voit très bien qu'il y a des territoires où on est senior plus longtemps, j'oserais dire, avec une espérance de vie en santé qui est plus longue que d'autres territoires où véritablement il faudrait amener tout un package de prévention énorme pour essayer de rééquilibrer et de vraiment retrouver de l'espérance de vie plus importante. Les assurances, les mutuelles, tout ce monde-là est intéressé par ça. Alors, certainement, toi qui es très visionnaire, tu as dû regarder cet aspect-là et qu'est-ce que tu peux nous en dire, hein? Et naturellement, je dirais, et je le citerai ici, ma phrase que j'emploie pour tous les anniversaires, attention, qu'importe le nombre d'années qui s'ajoutent à la vie, l'important est d'apporter de la vie aux années. Alors, comment on fait pour apporter plus de vie aux années, à nos seniors, dans des territoires qui sont souvent isolés? Alors, moi, je vais répondre du côté marketing. De notre côté, en fait, les secteurs qui ont réfléchi à ce sujet-là, les premiers ont été les services à domicile. Après, il y a les EHPAD qui ont beaucoup réfléchi à ce sujet. Les services à domicile, beaucoup, parce qu'il y a des très grandes différences entre le milieu rural et le milieu urbain. Mais pour l'instant, en fait, dans les acteurs de la Silver Eco, nous, on n'a pas vraiment encore eu la demande, hein, de ce type de réflexion. Pas vraiment. Par contre, si, quand on fait des focus group ou sur un territoire entier, on fait toujours un en milieu rural et deux en ville. Ça, c'est amusant, parce que pendant des années, on a fait Angers. Angers était réputé comme étant une ville moyenne française. Mais après, on rajoutait Paris et un milieu rural. Et depuis quelques années, pratiquement la les focus group se font en milieu urbain maintenant. Pratiquement pareil. En fait, c'est plus par lieu d'habitation, c'est par le profil de client que l'on cible. Et après, on va chercher des profils du client que l'on cible ou de l'utilisateur. Et c'est ces gens-là qu'on interroge, quel que soit le lieu de résidence. Voilà, je ne sais pas, j'ai un peu répondu un petit peu à côté de la plaque, mais voilà ma réponse. Non, tu vois la nécessité justement de revenir au territoire et essayer de coller justement beaucoup plus nos études et nos analyses par rapport à des territoires qui sont souvent très différents. Oui, moi je vois par exemple Tesla à Grenoble, ils travaillent beaucoup sur ces notions-là, sur le care manager, ils essayent ça reste, mais je trouve que c'est les collectivités qui ont réfléchi, mais pourtant les acteurs privés n'en sont pas, à mon avis, beaucoup n'en sont pas encore là, hein. Bon, c'est que le début, hein. Attends, il y a une question dans le chat. Oui, il y a 2 questions dans le chat, je vais vous les poser, je les ai notées. Alors, première, c'est l'évolution des générations et une présence de plus en plus accrue des technologies. N'y a-t-il pas une éducation plus profonde sur l'acceptation des technologies au quotidien? Et voilà, moi qui suis une génération, je dirais, technologique. Je vais poser la question. Je pense que Christophe, il faut que tu prennes la parole. Il faut m'expliquer la question. C'est une éducation plus profonde ou une acceptation? Alors, je dirais que par rapport aux personnes âgées et par rapport à l'entourage qu'ils ont actuellement, les personnes âgées ont vécu maintenant, dans leur période au travail, ont vécu de la technologie. Ouais. Et donc, par rapport aux technologies de transmission notamment, est-ce que ce n'est pas une facilité pour accepter une technologie telle que, par exemple, une téléassistance au poignet, ou est-ce que ça ne les rassure pas, par exemple? Ah, si, parce que c'est ce que je disais, en fait, si je comprends bien la question, il y a des usages par génération. Oui.
Moi, je dis que la fracture numérique, elle est quand même vers 79 ans à l'heure actuelle, hein, 80 ans maximum. Après, ça dépend des CSP, des urbains, des ruraux, d'accord, etc. Mais en dessous, ils utilisent ils sont au fait de l'utilisation des outils numériques. Bien sûr, oui, la réponse est oui, bien sûr. Oui. Et dans la projection future, ça va continuer, Bah oui, cette bien sûr. évolution et cette meilleure acceptation? Mais en fait, je pense, alors, moi, je ne vois pas ça comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi qui ai 53 ans, quand j'arriverai à ces âges-là, je serai largué par rapport aux technologies qui seront apparues. Bah, je suis déjà largué avec la Game Boy, les amis, hein. Donc voilà. Oui, donc en fait, on est toujours largué. Je prends un exemple. Il y a un jeune qui m'a marqué, c'est Aaron Teboul. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est une société qui s'appelle Click et moi, qui un jour il m'appelle, enfin, on se parle, et puis il me dit voilà, je voudrais vous présenter ma solution, notre société. On forme les seniors à l'informatique. Dans mon cerveau, je me suis dit, voilà, tout de suite, encore un truc, une copie de copie de copie de copie de copie d'il y a 20 ans, c'est la même chose. Il m'a dit non, 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 non. Il m'a dit non, 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 non. On va plus loin, on va plus loin. On envoie des étudiants pour accompagner les seniors pour aller acheter un ordinateur, par exemple, à la FNAC, pour pas que on se fasse rouler à la FNAC ou ailleurs, hein, pour le vendeur. Donc ça, vous voyez, j'accompagne. Voilà. Mais toi, Frédéric, on peut t'accompagner pour acheter une Game Boy, justement. Ça, j'avais jamais pensé, oui, ce truc-là. C'est génial. En fait, vous voyez, par exemple, moi, pour monter mes vidéos, j'ai besoin d'un ordinateur puissant. Ben voilà, l'idée, c'est voilà, autant lui fournisse un étudiant qui connaît ce sujet, et que je ne me prenne pas la tête à comprendre les cartes graphiques, les machins, etc., et que je ne me fasse pas rouler par un vendeur. Et donc, c'est ça, en fait. Pour t'expliquer, c'est ça. Mais nous, on sera largués. Hein. Nous, on sera largués. Merci. Amir, il y a encore une question? Oui, juste une seule. Un peu, les outils de télétransmission sont-ils indispensables face aux difficultés des déserts médicaux? Et pas que. Je ne sais pas répondre. Je sais pas répondre. Je vais y répondre parce que je suis concerné Voilà. par la question, si vous le permettez. En fait, aujourd'hui, au-delà de la télétransmission, la plus grande difficulté de la télétransmission, c'est surtout en fait avoir un seul et même outil de télétransmission, parce qu'il y a plein de télétransmissions qui se développent, notamment dans l'EHPAD, parce qu'on est extrêmement concerné par la télétransmission dans l'EHPAD, le fait d'éviter que nos résidents prennent un transport, se prennent tout le temps de trajet, ça les fatigue ou autre. Donc, les laisser à la résidence, c'est hyper intéressant. Le problème, c'est que là, on a, sur notre secteur, je suis basé à Paris, on a 3 systèmes de télétransmission différents. Voilà. Les télétransmissions, c'est quoi? C'est envoyer une donnée à distance, c'est pour faire un diagnostic à distance. Ah si, alors moi j'ai fait des... La téléprescription, alors tu as plusieurs, tu as la téléprescription, tu as le télédiagnostic et la téléexpertise. Oui, alors moi j'ai fait 2 émissions qui m'ont retourné la tête. Vous pouvez les voir sur ma chaîne YouTube. Il y a Bernard Fertile qui dépiste en fait à distance avec un smartphone plus un objectif, il me semble bien de mémoire, les cancers de la peau. Alors lui, il m'a retourné la tête. Hein. Bernard Fertile. Et après, il y a l'OVI, les dentaires, on fait pareil. Ils font un diagnostic à distance. Alors, la réponse est oui. Alors, Sarah, la réponse est oui. Je n'ai pas compris la question. Mais la réponse est oui. Et comment il s'appelle? C'est Laroche. Je crois que c'est Faroche ou Laroche. Pareil, lui, c'est la folie. Hein. C'est un dentiste. Il vient de gagner un prix, d'ailleurs. Oui, la réponse est oui. La réponse est oui. C'est une des réponses, bien sûr. Mais on fait ça, on fait je dirais depuis 20 ans, on fait en interopérabilité en utilisant tous les capteurs qui permettent de prendre les paramètres médicaux, aussi bien l'oxymètre que le glucomètre, que le spiromètre, que l'ECG, tout ça en interopérabilité. Et à l'heure actuelle, on peut aussi bien voir au niveau de la dermato, en photopsychologique, les grains de peau, etc. Tout ça, je dirais, il n'y a plus d'obstacles technologiques au niveau de la télésanté, au niveau de la télémédecine. Tout ça, je ne veux pas dire qu'on est encore banalisé, mais au niveau des outils technologiques, il n'y a plus de problème. C'est comme les mentalités. Le plus difficile, c'est amener non seulement les soignants et les soignés à accepter cet apport des nouvelles technologies à la santé. C'est ce que tu disais. Donc,
c'est tout ce travail-là. Au niveau de la technologie, il y a 20 ans, on faisait déjà, moi je faisais d'ailleurs déjà de la télééchographie satellitaire, donc tout ça, on sait faire. Simplement, c'est arriver à convaincre avec une bonne volonté politique, il le faudrait, aussi bien les soignants, et là j'en parle aussi au niveau des médecins, qui se mettent de plus en plus quand même à la télémédecine, mais il y a des obstacles. Hein, et les obstacles, il faut qu'il y ait des règles, on est tous d'accord, mais il ne faut pas que les règles soient des freins. À l'heure actuelle, un médecin ne peut faire du télédiagnostic, pour être très simple, que 20% de son temps. Donc, s'il est dans des coins absolument éloignés, il y aura toujours des gens qui seront sur le bord de la route, qui ne seront même pas soignés, qui arriveront en fin de vie sans avoir vu un médecin. Et puis, il faut que les professions installées acceptent. Moi, je me souviens, c'est l'audition à domicile. Il y a une entreprise qui avait lancé c'est pas la transmission, mais l'audition à domicile. Ils se sont tapés un procès où ils menacent de l'ordre, je ne sais pas trop qui. Donc, il y a ça aussi qui… Oui, tu as une dernière question, mon cher Frédéric. Et les possibilités financières, c'est quoi les possibilités financières? Savéry, il faut m'expliquer. Et les possibilités financières, Savéry, il ou elle prenne la parole. Voilà. Non, voilà, bon, c'est tant pis. Alors, une dernière question de Mika Jebels. Je ne sais pas, mais est-ce qu'une perspective vers un ERP est envisageable à l'avenir? ERP, établissement qui reçoit du public, hein, c'est EHPAD ou résidence senior. Je ne suis pas la bonne personne pour répondre à ces questions-là. En fait, ces questions-là, il faut des techniciens vraiment. Je vais te répondre. Hein. Je vais répondre à vraiment un de mes étudiants, bon, peu importe. C'est que, bien sûr que Guylaine l'a dit, hein, la raison, depuis longtemps on en parle. Il faut savoir que le Covid a accéléré justement la mise en place de ces dispositifs dans les EHPAD, dans les établissements, que les médecins confinés, les établissements confinés, les soignants confinés ont pu, par exemple, faire de la téléexpertise, du diagnostic. Juste un chiffre. 25 mars au 31 mars, une semaine, mon cher Frédéric et chers auditeurs, chers amis, il y a eu 950 000 cas de téléconsultation. C'est énorme. Alors, certes, pas oublier, j'apporte un tempérament que Guylaine m'a apporté. Attention, on est à Paris, hein, dans des zones rurales où il y a des zones blanches, ça sera difficilement applicable. En tout état de cause. Non, il n'y a pas de problème. Avec les satellites, on peut, à l'heure actuelle, couvrir tout le territoire. Il n'y a aucun problème. La technologie, on l'a. Alors, la technologie, on l'a, tu as raison, Guylaine, mais malheureusement, c'est ça le gros problème dans certaines zones rurales. Par exemple, on est obligé de faire passer des bus. On a, par exemple, pour ceux qui connaissent, Medibus, qui est un bus avec un cabinet médical qui est obligé d'aller dans certains villages pour pouvoir prendre en charge donc certaines personnes âgées dépendantes, même sans être en grande dépendance, puisque effectivement, même si les satellites… On a perdu Abdelaziz. On l'a loupé. Oui, bah, le satellite, il passe mal, là. Le satellite est passé au-dessus de la Russie. Ok. En tout cas, je remercie Frédéric vraiment pour cette excellente présentation. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont tous les messages qui ont été dit. Merci à tous ceux qui sont intervenus. Merci Guylaine d'avoir abondé dans le débat. Vraiment, c'était sympa. Je vous annonce donc que la SFA va reprendre ses travaux le 2 septembre. Là aussi, je me rapprocherai de 2 personnes puisque nous aurons un expert international justement sur ce sujet donc des technologies au service des personnes âgées. Et encore merci Frédéric. Merci à tous d'avoir été présents. Et je salue les amis de la SFTA, Christophe, Christine, Guylaine, je t'embrasse. Et puis on se voit de toute façon au webinaire de Tunisie parce que le professeur Aziz El-Bakri m'a invité. Et je dis à très très bientôt. Au revoir à tous. Salut Frédéric et merci. Merci. Et bonnes vacances. Merci Damien. Merci à vous de votre connexion, de ce suivi, encore un webinaire passionnant et on se revoit à la rencontre justement et on en échangeait justement avec Frédéric en introduction un peu en off pour le lien en fait. On voulait absolument vous le dire, on va vous renvoyer
1 heure ou 2 heures avant le lien, même si on va vous l'envoyer plusieurs fois avant avec les mails de rappel ou autres. On a des liens Everprint ou autres pour s'inscrire, mais surtout, en fait, on va aussi vous envoyer le lien volontairement aussi au dernier instant, parce qu'on sait qu'on a beaucoup de mails toutes et tous qui s'accumulent. On s'est dit, c'est peut-être un bon moyen de bien dire, attention, le lien, vous l'avez déjà, mais quand on recherche dans nos boîtes mail ou autres, c'est très compliqué. Donc, volontairement, on vous le renverra 1 à 2 heures avant la présentation. Comme ça, au moins, il sera tout frais dans votre boîte de réception et vous aurez pu en chercher pendant 1 heure ou 2. Bravo. Mesdames, Merci. ça, c'était très bien parce qu'on a eu quand même plus de 45 personnes qui étaient présentes. C'était pour nous un succès. Merci. Oui, oui. À bientôt. Merci à vous tous. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir.